Merci Christian pour ces rappels techniques. Alors, je veux saluer les collègues qui sont arrivés en début d'après-midi, qui nous rejoignent pour ce séminaire qui s'intéresse aux enjeux des grandes avancées scientifiques et technologiques pour les politiques et pratiques d'enseignement et de recherche à l'université. Donc des enjeux évidemment qui sont pour nous des préoccupations constantes, des préoccupations du quotidien. Et des préoccupations évidemment qui évoluent très vite puisque les évolutions scientifiques se faisant à un rythme très soutenu, nous devons sans cesse nous réinterroger sur la façon dont nous devons nous adapter pour être en capacité d'apporter des connaissances dans le contexte du moment. Et bien sûr, ces grandes avancées scientifiques, elles sont le fait de personnes qui, à un certain moment, portent une vision sur leurs recherches et sont donc capables d'être à l'origine d'avancées scientifiques qui sont significatives. Et je crois que les deux collègues qui ont accepté de nous rejoindre pour cette séquence répondent vraiment à cette caractéristique. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Cossard, qui interviendra après Catherine Jessus, mais je vous présente en premier puisque vous êtes tout de suite à côté de moi. Et donc, vous avez suivi un parcours de formation qui vous a amené à une formation à la fois sur le territoire national, en France, mais aussi très tôt à l'étranger, aux États-Unis, probablement ce qui vous a donné une vision particulière sur la façon d'aborder les questions scientifiques entre les différents pays. Et puis, en rentrant, vous avez trouvé un poste, enfin, vous avez pris un poste à l'Institut Pasteur et vous y avez réalisé toute votre carrière. Donc, un environnement tout à fait adapté et tout à fait favorable pour la grande spécialiste de microbiologie que vous êtes devenue. Donc, vous avez mené une série de recherches extrêmement importantes permettant de développer de nouveaux concepts en biologie des infections, en biologie cellulaire, en biologie fondamentale, puisque quand on parle de biologie, on parle d'un domaine qui finalement est relativement vaste, relativement large. Vos contributions scientifiques très significatives vous ont permis d'obtenir un nombre de prix internationaux assez important lui aussi, donc des travaux tout à fait remarqués, portés au meilleur niveau. Vous êtes membre de l'Académie des sciences d'un nombre important de pays également, c'est dire la valeur de tout ce que vous avez pu développer. Et puis de manière un petit peu plus récente, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, ce qui n'est pas la moindre des distinctions. Donc merci de votre présence aujourd'hui. Pour le deuxième volet de l'exposé, Catherine Jessus, alors j'espère... Jessus, voilà, je ne veux pas écorcher votre nom. Vous occupez une fonction de direction de recherche au CNRS et vous êtes plus particulièrement à la direction de l'Institut des sciences biologiques du CNRS, ce qui vous permet de travailler en interconnexion avec un nombre très important de laboratoires sur notre territoire national et d'avoir des interactions avec de nombreux chercheurs en sciences de la vie, ce qui vous donne probablement aussi une vision extrêmement large et extrêmement précise des domaines scientifiques que vous êtes en capacité d'aborder. Donc, vous avez fait un parcours à l'École normale supérieure à Paris, vous êtes agrégé des sciences de la vie et de la terre, et vos travaux de recherche que vous avez menés dans un esprit très international, puisque vous avez travaillé en France, en Belgique, aux États-Unis, vous ont permis à vous aussi de porter vos travaux de recherche au meilleur niveau dans le domaine de la biologie du développement, avec un focus particulier sur la division des cellules reproductrices femelles, en d'autres termes, la division méiotique, les divisions méiotiques des ovocytes. Et donc, vous touchez là à des sujets qui, sur le plan éthique, sont des sujets extrêmement sensibles. Donc, des sujets sur lesquels il convient d'avoir un regard assez précis sur la façon dont on va produire les connaissances, les transférer, les utiliser et en apporter un éclairage auprès de la société civile, surtout quand il s'agit de reproduction. On sait que les débats sur l'éthique actuellement dans ce domaine sont relativement vifs. Donc vous êtes actuellement vice-présidente de l'Alliance Avisant, donc là encore une interaction avec un ensemble de recherches
qui tourne autour du domaine de la santé, cette Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Et élément très intéressant, et je pense particulièrement intéressant dans les débats qui pourront être conduits aujourd'hui, c'est que vous êtes à l'initiation et dans le pilotage d'un ouvrage qui a été publié très récemment, le Livre blanc pour les sciences du vivant du XXIe siècle. Donc vous nous projetez d'emblée dans les décennies futures, un livre qui entend poser la question de la définition des grands projets scientifiques pour les 20 prochaines années, donc ces enjeux majeurs que nous, universitaires, souhaitons aborder dans les meilleures conditions. Donc nous allons vous laisser nous expliquer votre point de vue par rapport à votre domaine de spécialité. Donc Catherine Jessus intervient en premier. Donc les questions seront prises au fil de l'eau et puis le débat sera conduit de manière groupée en fin d'exposé. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un défi, effectivement, de balayer les grandes évolutions de la biologie en 20 minutes devant un auditoire comme celui-là et en partenariat avec une pointure internationale en microbiologie. Donc je ne vais pas vous parler de mon domaine de recherche, hélas, parce que c'est ce que je préfère. Donc vous n'entendrez pas parler de division méiotique ni d'ovocytes. Mais effectivement, je vais utiliser un peu ce que nous avons appris, moi-même et mon équipe, dans le cadre de la direction de l'Institut des sciences biologiques, une direction que j'occupe depuis plus de 5 ans maintenant. Et donc on se connaît beaucoup, je pense, parce que l'INSB, c'est à peu près 200 à 250 UMR, dont 98% sont en co-tutelle avec une université. Et au total, ça fait 20 000 personnes sur la France qui touchent tous les aspects de la biologie. Donc effectivement, c'est vraiment un plaisir, une grande opportunité pour moi de pouvoir parler de ces évolutions de la biologie, parce que, de fait, depuis le début de ce siècle, on vit une espèce de période historique. D'un point de vue des découvertes en sciences de la vie, il y a eu il y a eu un certain nombre de ces grands tournants dans l'histoire de la biologie depuis Aristote à peu près. Donc il y a eu des grandes périodes comme ça, et je pense qu'on a une chance fabuleuse, nous biologistes actuellement, de vivre en ce moment dans des laboratoires, parce qu'on est en train de vivre un de ces grands tournants. Non seulement sur les découvertes qu'on fait, mais aussi deuxièmement sur des champs qu'on découvre mais qui étaient totalement insoupçonnés. Donc on découvre des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé et qui existent et qui sont vivantes, et des mécanismes comme ça. Et troisièmement, je pense que ce qui est le plus important là-dedans, c'est qu'on est amené à repenser les dogmes, sur certains des dogmes sur lesquels on était bien calé et bien assis. Donc c'est extrêmement stimulant intellectuellement. Alors pourquoi je pense que c'est important de savoir pourquoi là, en ce début de siècle, on est en train de traverser cette période de bouleversement des sciences de la vie. La première raison, je pense, et ça peut sûrement inspirer les deux raisons que je vais énoncer, des stratégies de mise en œuvre de la recherche, c'est que ce grand boom est dû à l'avancée terrifiante qu'on vit depuis 20 à 30 ans sur des nouvelles technologies. Donc je pense que Pascal en parlera de certaines, et les exemples de grandes découvertes qu'on est en train de faire et de nouveaux terrains qu'on est en train d'explorer, que je vais vous exposer rapidement pour certains d'entre eux, vous verrez comment ces nouvelles technologies effectivement ont été juste essentielles pour ces découvertes. En gros, il y a plusieurs secteurs. Le secteur de l'imagerie, qui est un mot tout à fait polysémique. Vous savez que la biologie, c'est le vivant, et le vivant, c'est multi-échelle de dimensions, mais multi-échelle aussi de temps. Et là, on a fait des percées technologiques en termes d'imagerie, que ce soit de l'imagerie au niveau de la cellule, de l'imagerie au niveau global, comme là, vous avez des IRM de cerveau, de gens qui sont d'ailleurs tout à fait actifs. Donc là, c'est de l'imagerie de l'organe entier.
entier. Et puis, si on descend dans les échelles toutes petites, on est en train de vivre, par exemple, une époque fabuleuse avec la cryomicroscopie électronique qui nous résout un gap entre le tout petit qu'on approchait par la cristallo et le plus gros qu'on pouvait approcher par la microscopie électronique. Donc on résout des continuums et ça fait des avancées absolument terribles parce qu'on peut... le biologiste depuis Aristote regarde, surtout le naturaliste, et donc on peut voir des choses, en tout cas des représentations de choses qu'on ne pouvait pas imaginer voir un jour. Donc c'est une grande révolution, sûrement équivalente à celle qui a eu lieu au XVIIe siècle, quand un drapier hollandais a découvert le microscope en voulant regarder de près la qualité des tissus qu'il vendait, et ça a ouvert un champ énorme en biologie. Bah là, c'est un peu à nouveau ce qui se passe. Et en termes d'imagerie, c'est pas seulement percer toutes les dimensions qui apparaît, c'est aussi d'arriver à voir les choses vivantes, sans tuer. Le naturaliste a toujours, jusqu'à la fin du XXe siècle, on a toujours tué les objets qu'on voulait regarder. Maintenant, on a accès à la dimension temps. Il y a des tas de technologies qui permettent de voir vraiment de l'infiniment petit, enfin infiniment petit, infiniment pour un biologiste, du très petit, on va dire, en vie. Vivant dans un organisme sur lequel on a à peine touché, à peine perturbé. Donc c'est vraiment juste extraordinaire. Je laisse ça pour Pascal, mais il y a l'arrivée, alors c'est flasque coloré devant, je sais pas, la mer. C'est pour illustrer l'arrivée de la métagénomique, à savoir que, bon, je laisse ça à Pascal, avec quelques microlitres ou centilitres d'un liquide quelconque, vous pouvez maintenant avoir accès à la connaissance des génomes de tous les êtres microbiens qui peuplent cette petite goutte de liquide pouvant être la mare du coin, la flaque d'eau sur un trottoir parisien ou l'intérieur de votre intestin. D'ailleurs, tout ça grouille de vie et ça n'est pas forcément visible, c'est toujours très complexe et vous pouvez en avoir une idée sans le voir. Cette fois-ci, révolution pour la psychologie du biologiste, mais par la connaissance des génomes des êtres de cette population. Quelque chose qui est très intéressant aussi, et très important, qui touche à la biologie, c'est la capacité qu'on a eue, et ça aussi c'est vraiment en termes de technologie extraordinaire, la capacité qu'on a maintenant à analyser des génomes ancien égale des millions d'années, donc c'est ce qu'on appelle la paléogénétique. C'est vraiment un challenge technologique, et ça nous permet de remonter vers l'histoire de la vie, l'évolution et ses origines. On a et enfin on a un troisième grand pan de technologie qui bouleverse la biologie, c'est la manipulation du vivant, donc les techniques de manipulation du génome, comme la fameuse technique CRISPR-Cas9 dont va vous parler Pascal, mais aussi la capacité de manipuler le vivant à l'échelle cellulaire, voire à l'échelle de la molécule unique. Donc, quand on s'intéresse à une cellule maintenant, si on est bien équipé, si on a la bonne plateforme, on a la manière d'agir au niveau de la cellule unique, perturber le fonctionnement, imposer des forces mécaniques, voir comment le vivant réagit, etc. Donc c'est des approches de rêve qui nous permettent maintenant de découvrir des choses auxquelles on ne pensait pas avoir accès. Le deuxième ingrédient, je pense, de cette révolution de la biologie, c'est les approches, et en particulier, c'est le décloisonnement. Donc voilà, c'est la tarte à la crème, normalement, l'interdisciplinarité, ça ne se décrète pas, mais néanmoins, il est clair, et l'étude des objets vivants, c'est vraiment, mais clairement le cas, ça n'est pas l'apanage des biologistes, on ne résoudra pas toutes les questions du fonctionnement du vivant avec les seuls biologistes, on a besoin de modéliser, de quantifier, d'imager, etc. Donc on a besoin de mathématiciens, on a besoin de physiciens, on a besoin de chimistes, et pas seulement pour les technologies, mais vraiment pour adresser des questions de fond. Par exemple, comment les lois de la mécanique, de la physique ou de la chimie conditionnent
l'architecture, le façonnement et le fonctionnement du vivant. Ça, il faut avoir des concepts de physicien, de chimiste et être avec un biologiste pour arriver à travailler sur ces choses-là. Donc, il n'y a pas une seule des disciplines classiques scientifiques qui échappe à une connexion, jusque bien évidemment aux sciences humaines et sociales dès qu'on s'adresse à des questions de fonction cognitive. Et on est en ce début de siècle en train de résoudre le fossé qui séparait la psychiatrie des neurosciences, enfin, qui était un fossé particulièrement abyssal en France notamment. Et donc il y a des laboratoires où on associe de la psychologie expérimentale avec des neurobiologistes, et je pense qu'avec Stanislas Dehaene demain, j'en dirai pas plus. Donc là, ce que je comptais faire rapidement, c'est prendre quelques exemples donc c'est pas du tout exhaustif, de toute manière ça aurait été un catalogue absolument abominable, mais quelques-uns des domaines où ça se passe en ce moment, à l'échelle internationale bien sûr, mais la France est très bien positionnée en biologie, en balayant un peu ce qu'on a effectivement exposé dans le livre qu'on a publié. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur un terrain où vous avez une des meilleures spécialistes mondiales, qui est la microbiologie, mais juste pour dire, du point de vue de l'INSB, du CNRS, donc, que effectivement, c'est l'un des grands champs à investir. La première chose, c'est simplement, et je passe à la diapo suivante, c'est l'immensité du monde microbien et le peu qu'on en connaît. La vision qu'on en a éternellement, qui est les microbes sont des pathogènes, alors que la majorité des microbes ne sont non seulement pas des pathogènes, mais sont nos alliés, si pour parler anthropomorphique, et sont nécessaires à la planète. Et on ne connaît rien de ça, que ce soit ce qui se passe dans l'océan, en termes de virus, de bactéries qui sont dans le plancton, ou que ce soit dans d'autres communautés comme les 2 kilos de microbiote intestinal que nous avons chacun d'entre nous en ce moment dans notre intestin. Donc là, tout est à faire. Et une autre des leçons des avancées en microbiologie, mais là on avance vraiment, enfin Pascal le dira mieux que moi, sur des domaines vierges et dont on ne soupçonnait pas véritablement l'étendue, c'est que la vie est présente sur la planète dans pratiquement tous les milieux, la vie microbienne au moins. Il n'y a quasiment aucun endroit inhabité, on va dire. Et surtout, c'est amusant, ce qui a été vraiment frappant, c'est que la vie est présente dans des environnements que nous, hommes, avons qualifiés d'extrêmes, de non compatibles avec la vie. Si vous vous baladez, que vous faites de la métagénomique, justement, dans le volcan d'Alol en Éthiopie, où les eaux sont à plus de 100 degrés, sont concentrées en sel jusqu'à saturation et sont à un pH quasi négatif, vous allez trouver sans problème des bactéries, des archées et des virus. Mais si vous plongez dans les profondeurs de l'océan, là où il n'y a plus d'oxygène, bien évidemment, les pressions sont... voilà, etc. Il y a également... on a trouvé dans les 10 ou 15 dernières années les fameuses bactéries infraterrestres, qui sont des bactéries nichées dans la lithosphère à près de 1000 mètres de profondeur, donc dans des conditions également où l'homme avait décrété, le biologiste en tout cas, c'est pas compatible avec la vie. Donc non seulement il y en a partout, mais c'est très riche d'enseignements, parce que ça veut dire qu'il y a des formes de vie que nous ne connaissons pas. Il y a forcément des cellules qui ont des membranes pas standards pour résister à tout ça. Il y a forcément des cellules qui ont des métabolismes complètement hallucinants pour arriver à respirer des choses incroyables. Donc on a, d'un point de vue vraiment des formes de vie, tout un terrain hallucinant. Et je termine par l'exemple des virus géants découverts à Marseille. Alors, il n'y en a pas qu'à Marseille, il y en a partout sur la planète. On découvert par des chercheurs et enseignants-chercheurs marseillais.
Ceci dit, dans le dernier Nature Communication qui est paru au mois de juillet, il y a un de ces virus géants qui vient de la flaque qui était sous le paillasson de la porte d'entrée de Jean-Michel Clavry. Donc voilà. Alors ça, c'est pas pour vous faire rire, les virus géants. C'est, à mon avis, quelque chose de juste un énorme point d'interrogation. C'est un exemple, mais je ne vais pas m'attarder, typique où depuis on aurait dû les voir et les découvrir bien avant, mais on était enfermés dans les bactéries font telle taille, les virus font telle taille, donc ces trucs-là, ils répondaient à aucun standard. En Allemagne, on les avait congelés dans un moins 80 en se disant un jour on verra parce que ces cochonneries de bactéries ne veulent pas pousser. Bon, forcément, ça n'est pas des bactéries. Et donc, il faut vraiment une ouverture d'esprit pour arriver à se préparer à découvrir quelque chose dont on n'a aucune idée. On les a appelés virus, parce que c'est pas une cellule, donc par défaut, voilà. Géants, pourquoi? Géants par la taille. Ils sont, pour certains d'entre eux, plus grands qu'une cellule bactérienne, clairement, et font la taille de petites cellules eucaryotes avec un noyau. Mais géants aussi par le génome, parce qu'ils ont des génomes énormes, hyper complexes, avec des milliers de gènes qui ont des exons, des introns, c'est-à-dire comme les eucaryotes les plus évolués, et qui ne ressemblent absolument pas à des virus d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas de capsides géométriques, etc. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y en a absolument partout. Ils n'ont pas l'air pathogènes jusqu'à présent. Ils en ont même décongelé des glaces sibériennes d'époque néandertale en pleine forme, là, reparties très bien en laboratoire. Est-ce que ce sont des reliques du début de la vie qui ont été... Donc c'est des parasites obligatoires, hein, bien sûr, de cellules d'amibes qui sont dans l'eau. Oui. Question là, de Lucien comme moi. Non, ça c'est le livre de Pascal. Hein. C'était sur la taille de ces virus. Oui, ça peut faire un micron. Ouais, un micron tranquillement. Ouais. Sont-ils plus vulnérables que les autres? On sait pas quoi. Non, ils sont pas vulnérables. Hein. Oui, avec la décongélation du permafrost, ça va être amusant, oui. Donc on ne sait pas, parce qu'on ne connaît rien là-dessus. Mais est-ce que ce sont des reliques de début de la vie, qui sont des parasites qui ont survécu, en étant parasites de nos ancêtres cellulaires? Là, il y a un papier incroyable au mois de juillet qui propose que ça soit un creuset de la créativité génétique, parce qu'apparemment, ils seraient capables de fabriquer des gènes ex nihilo, avec un mécanisme inédit, parce qu'une des grandes questions en biologie, c'est la première cellule et l'organisation du premier génome, donc c'est une piste. Donc voilà, bon, c'est le genre de choses qui sont hyper excitantes. Et pour terminer là-dessus, Pascal vous le dira, hein, bactéries, etc., c'est des rôles essentiels et c'est des sources d'innovation. Potentiellement, on doit s'attendre à de nouvelles formes de vie qu'on n'imagine pas. Et ça nous renseigne probablement sur les scénarios des origines de la vie sur la Terre, c'est-à-dire qu'on est en train de passer des scénarios relativement science-fictionnesques à des choses assez intéressantes, puisque certains de ces extrémophiles vivent dans des conditions d'environnement physico-chimique relativement proches de celles qu'on pouvait imaginer régner il y a 3,7 milliards d'années. Et ça nous renseigne de la même manière sur ce qu'il faut chercher sur les autres planètes, par analogie, effectivement, avec ces conditions où ces êtres-là vivent et ce qui peut se passer. Voilà. Donc, et l'histoire de la vie, comme je viens de vous le dire. Donc là, j'ai fait un court focus sur un autre domaine qui est en bouleversement. C'est ce qu'on appelle l'histoire du vivant, l'évolution, les mécanismes de l'évolution. On trouvait encore ce schéma. Il n'y a pas de pointeur. Ce schéma, moi je le montrais comme ça va. Ce schéma dans des livres de biologie dans les années 90 en France, pour les lycéens.
hein, avec une chimie prébiotique. Il y a eu les bactéries, là, qui étaient apparues. Puis après, des êtres unicellulaires eucaryotes avec un noyau. Et puis après, les multicellulaires, il y a les champignons, les animaux, les plantes. Voilà comment on présentait à des lycéens à la fin des années 90 encore, dans certains endroits, avec certains manuels, l'histoire du vivant. Alors déjà, on en avait oublié pas mal. On disait il y a deux types. Il y a les bactéries, ils sont tous unicellulaires, ils n'ont pas de noyau, voilà. Et puis les eucaryotes, ils peuvent être unicellulaires, pluricellulaires, ils ont un noyau, et voilà, c'est les deux règnes du vivant. Et donc, à la bascule du siècle, on s'est aperçu qu'on avait oublié un troisième règne qui est très important dans le monde et qui sont les archées, qui ne sont, je vais aller vite, ni les uns ni les autres. Alors ils sont unicellulaires, ça c'est clair, mais ils n'ont pas de noyau comme les bactéries, mais ils ont des membranes, des enveloppes hyper particulières qui n'ont rien à voir avec les bactéries, et ils ont des génomes extrêmement complexes qui les rapprochent un peu des eucaryotes. On avait déjà oublié une troisième branche dans le règne du vivant. Bon, bah, ça va, on l'a introduite. Peut-être y en aura-t-il une quatrième avec l'évolution des recherches sur les virus, je ne sais pas. Et du coup, on est arrivé à quelque chose d'un tout petit peu plus complexe que ça. Ça, c'est un peu comment on voit les choses actuellement. Il y a toujours une chimie prébiotique dont on ne connaît pas grand-chose, ça n'a pas bougé. On a pas mal de théories pour penser qu'il y a eu plusieurs émergences de vie à partir de cette chimie, mais que finalement elles se sont toutes éteintes et il est resté une seule cellule finalement qui est l'ancêtre commun à tout le monde, Lucas, pour dernier ancêtre connu de tout le monde. Tout le monde vient de là vraisemblablement, sauf preuve du contraire, parce qu'on a le même code génétique, donc bon, voilà. Et ensuite vous voyez, ça c'est le temps. Et donc vous voyez et donc ça c'est maintenant, voilà. Et donc vous voyez qu'au début il n'y a que des bactéries et que des archées, hein, c'est le bleu et c'est le orange, et pas d'eucaryotes encore. Et puis vers 1,5 milliard d'années par là apparaît la cellule eucaryote, la première avec un noyau. Et comment apparaît-elle? C'est assez intéressant. C'est vraisemblablement une bactérie qui s'est niché dans une archée. Ça fait une symbiose, avantage réciproque, jusqu'à ce que l'un et l'autre perdent leur indépendance et que la bactérie soit vraisemblablement l'ancêtre de la mitochondrie et à l'origine d'un certain nombre de systèmes membranaires qui caractérisent la cellule eucaryote. Donc l'apparition, la création d'innovations, c'est une symbiose. Et il y en a plein comme ça. Il y en a une autre super intéressante qui est celle-là. Ça, c'est l'apparition de la lignée verte, les plantes, qui vient, effectivement, au début, c'est unicellulaire, et qui vient aussi d'une bactérie qui se reniche en symbiose dans une cellule eucaryote, finalement en perte d'indépendance des deux, et la bactérie devient le chloroplaste, capable de faire la photosynthèse, donc des sauts évolutifs très forts par symbiose. Donc pour finir, donc, on s'est éloigné en quelques années pas mal du schéma de gauche, heureusement, et c'est à nouveau pour montrer notre humilité. Là, ça c'est que des unicellulaires, sauf ça qui sont les plantes vertes, ça les champignons, et ça les animaux. Donc il y a un peu un changement de vision assez importante. Ça, ce genre de travail, ça fait appel aux technologies dont je vous parlais. Et une des grandes questions en évolution, c'est qu'est-ce qui fait de l'innovation en biologie? Qu'est-ce qui permet l'apparition de nouveaux caractères, etc. On a souvent longtemps pensé, on mute des gènes. Voilà, on va muter un gène, le gène va changer de fonction, et puis si ça se trouve, ça va être un nouveau caractère intéressant. Si c'en est pas un, la sélection naturelle l'éliminera. En fait, on est maintenant dans les laboratoires qui travaillent là-dessus sur le fait qu'il y a beaucoup de moteurs à l'innovation, et comme vous venez de le voir, ce qui est très important, qui est très travaillé, et qui est vraiment un moteur gigantesque, c'est le transfert de gènes massifs. Pas vous muter un gène qui était déjà là en espérant que ça va changer
changer quelque chose, vous intégrez tout un génome ou une partie de génome. Et là, c'est des sources d'innovation terribles. C'est comme ça qu'on a fabriqué la première cellule eucaryote. Il y a une archée qui engouffre une bactérie, elle prend tout le génome de la bactérie et ça fait une mitochondrie. Et la cellule chloroplastique, c'est à nouveau des arrivages massifs de gènes. En fait, dans notre génome à nous, humains, on a à peu près 8% de séquences qui sont des séquences virales, qui sont originaires de rétrovirus. Donc les rétrovirus, bon, c'est une classe de virus qui infecte, qui s'installe, qui est éventuellement pathogène ou pas. Et au bout d'un certain temps, ce qu'on appelle rétrovirus endogènes, c'est des rétrovirus qui se sont installés chez un hôte et qui se sont trouvés bien, qui sont installés dans le génome de l'hôte, qui sont inoffensifs. Éventuellement, leurs gènes ne sont plus du tout traduits, ce qui est la majorité des cas, et ils sont là. On en a presque 10% de séquences rétrovirales dans notre génome. Un exemple d'innovation d'innovation. Non, c'est déformation. D'innovation génétique fantastique, qui n'est pas d'aller chercher la cellule eucaryote ou la première cellule chloroplastique, c'est juste les mammifères. Les mammifères, entre autres caractéristiques, sont caractérisés par le fait que les femelles ont un placenta qui leur permet d'héberger un fœtus, etc. Bref, on ne pond pas d'œufs. Et d'où sort le placenta qui caractérise tous les mammifères? Il sort d'un rétrovirus infectieux. On a reconstitué l'histoire, c'est un laboratoire de Gustave Roussy. Vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un ancêtre mammifère qui n'avait pas, le placenta n'était pas inventé, et cet ancêtre mammifère a été infecté par un rétrovirus infectieux. Donc cet ancêtre pondait toujours des œufs. Les gènes de ce virus se sont incorporés dans le génome de l'hôte, et notamment dans les cellules reproductrices, ce qui fait que ça a été transféré à la descendance. Et dans ce cas-là, c'est juste un exemple parce qu'il y a d'autres cas, les gènes du rétrovirus endogène, qui étaient tout à fait inoffensifs, ont continué à produire des protéines virales, qu'on appelle là les syncytines, qui ont permis la fabrication du placenta, parce que ces protéines ont la propriété de pouvoir faire des fusions membranaires et de camoufler, en fait, vis-à-vis du système immunitaire de la mère. Voilà. Donc, oui. Il y a une question qui arrive sur ces notions d'intégration d'un génome de grande taille. La question est transfert de génome, ok, pardon. Question sur le transfert de génome. Y a-t-il une mutation du génome en même temps qu'il y a transfert ? Ou juste mutation des gènes? Dans cet exemple-là, il n'y a pas de mutation. C'est juste un gain. Alors après, quand vous avez un virus qui s'intègre dans votre génome, il peut causer, rien que les sites d'insertion, il peut provoquer des mutations délétères, etc. Dans le cas présent, en fait, ce rétrovirus s'est intégré et il a continué à produire ses syncytines sans produire aucune mutation. Sauf que ces produits, des gènes viraux, ont été récupérés par l'ancêtre des mammifères qui a pu fabriquer un placenta. Et donc, mesdames, qui n'êtes pas du tout nombreuses, si notre ancêtre n'avait pas été infecté par ce rétrovirus, nous pondrions toujours des œufs. Bref, donc là je passe rapidement parce qu'il faut que je laisse la parole à Pascal. Donc je vais commencer à accélérer de manière foudroyante. Dans les recherches sur l'évolution, vous voyez que les mélanges, les brassages génétiques avec ce que je viens de vous montrer sont des moteurs d'innovation extraordinaires. Mais en règle générale, le métissage est toujours un truc fabuleux. Je vous rappelle qu'on a, nous, Européens, entre 1 et 4% de génome de Néandertal dans notre propre génome. Certaines populations à la surface de la planète ont aussi des héritages de génome de l'homme de Denisova. Ces 3 espèces, Homo sapiens, bon, on est tout seul maintenant parce qu'on est une espèce invasive et qu'on a éradiqué les autres, mais cohabiter avec Néandertal, enfin cohabiter, occuper la planète Terre
en même temps que Néandertal et que l'homme de Denisova. Et en fait, voilà, ils se fréquentaient de très près. Vous avez vu peut-être le Nature de la semaine dernière, juste fantastique. On a découvert une petite adolescente morte à 13 ans il y a 90 000 ans, dont la maman était néandertalienne et le papa dénisovien. Donc ça nous montre à nouveau, ça pose les questions d'espèces, ça refait penser les biologistes. Alors les microbiologistes ont l'habitude, les histoires d'espèces avec tous les transferts de gènes entre bactéries, ils ont l'habitude de cette plasticité. Mais nous, il nous faut la revisiter à l'échelle des eucaryotes et même des espèces les plus évoluées, on va dire. Voilà. Et donc, bon, peut-être que Néandertal, et Homo sapiens, c'est pas des espèces différentes finalement non plus. Bref, ça m'amène à gènes, génome et épigénétique. J'ai une slide. C'est vraiment horrible que j'ai qu'une slide parce que là, c'est pareil, c'est l'explosion. J'ai essayé de vous illustrer un peu différents aspects, quelque chose que vous savez très bien. L'ADN, c'est énorme, c'est long et c'est contenu dans des tout petits contenants. Bon, nous, hommes, on a 2 mètres d'ADN dans chacun des noyaux de chacune de nos cellules. Et le noyau, c'est 1 micron de diamètre quand c'est un gros noyau. Donc on met 2 mètres dans un micron, et ça fait longtemps qu'on explique au lycée, etc., que c'est des phénomènes de compaction pour tout rentrer là-dedans. Mais depuis 10 ou 15 ans, la question se pose, et trouve même pas mal de réponses, est-ce que la conformation spatiale de l'ADN a d'autres fonctions biologiques que simplement la compaction? Autre chose amusante, sur les 2 mètres d'ADN humain, il y a 6 cm qui sont occupés par des gènes. Un gène au sens, je code pour un ARN qui va donner une protéine qui va être fonctionnelle. Donc il y a 1,94 m voilà, que les biologistes ont allègrement appelé ADN poubelle pendant des années. Donc on voyait le niveau où vous avez placé la chose. Pascal vous en parlera probablement, mais l'ADN non codant a-t-il des fonctions? Et pour terminer sur cette slide, la réponse étant oui à chacune des 2 questions, ce oui peut s'illustrer dans la notion d'épigénétique, c'est-à-dire que ce sont les mécanismes, ce qu'on appelle épigénétique. Alors là, il faut être vraiment pointu sur les définitions, parce que selon que vous êtes en sciences humaines et sociales, en écologie, environnement ou en biologie, le mot épigénétique recouvre différentes conceptions. Pour un biologiste, ce sont les mécanismes qui modifient donc de manière réversible et transmissible, c'est-à-dire lors des divisions de la cellule, l'expression, le patron d'expression des gènes sans changer du tout la séquence d'ADN. Et du coup, ce qui est clé, c'est modifier l'expression d'un gène, faire qu'il est éteint ou actif, sans changer du tout sa séquence, et en faisant perdurer stablement cet état réprimé ou actif au travers des divisions cellulaires. Donc il y a des tas de mécanismes sous-jacents, dont certains tiennent à la conformation spatiale de l'ADN, avec une transmissibilité à travers les divisions cellulaires de certaines zones très compactées qui servent à réprimer les gènes, pas simplement à mettre 2 mètres dans une sphère de 1 micron de diamètre, mais à réprimer les gènes. Donc ça, c'est un mécanisme assez clé. Ce qui est un challenge en termes de physique, parce que quand vous vous divisez, vous passez par une phase de chromosomes hyper condensés. Il faut donc garder la mémoire de la condensation précédente. Enfin, voilà. Là, typiquement, sans physicien, on est mort, et sans mathématicien aussi, d'ailleurs. Et l'ADN non codant, en fait, cet ADN non codant ne code pas pour des protéines, mais peut être exprimés sous forme d'ARN qui ont des rôles en épigénétique. Vous voyez ici que chez les femmes, par exemple, 2 chromosomes X, mais un des 2 chromosomes est éteint, ce qui est très important parce que 2 doses de chromosomes X, c'est des pathologies extrêmement graves. Donc il faut qu'on revienne à 1, comme les hommes qui, eux, n'ont pas à éteindre un 2e chromosome X. Et la manière dont les femmes et les femelles de mammifères
éteignent un des 2 chromosomes X et transmettent cette extinction de manière épigénétique à travers les divisions, c'est en se servant d'un gigantesque ARN qui ne code pour aucune protéine. Donc je vais même pas finir. Hein. Je voulais simplement, alors je sais que vous êtes nombreux. J'ai quand même amené 5 exemplaires du livre dont vous pouvez vous servir et me le demander si ça vous intéresse. Il y a le domaine des neurosciences, mais avec Stanislas Dehaene demain, ça vous aurez tellement mieux. Mais là, c'est vraiment les avancées technologiques, c'est l'imagerie et l'optogénétique, mais clairement, et c'est dans le domaine des neurosciences, c'est les fonctions cognitives. C'est-à-dire vraiment, on est en train, je pense que ça doit être fabuleux, d'arriver à décoder les substrats moléculaires, cellulaires, neuronaux, qui sont à la base de l'émergence de la pensée, de la mémoire, de l'attention, de la prise de décision, etc. Donc c'est vraiment un moment extrêmement important, et je trouve personnellement fascinant les expériences, qu'elles soient à l'échelle cellulaire ou à l'échelle des IRM fonctionnels, où on peut voir ce qui se passe. Et en fait, les grandes règles, je pense, c'est que le rêve de faire de la phrénologie sur le cerveau et d'attribuer cette zone-là, c'est pour la mémoire, cette zone-là, voilà, ça c'est complètement oublié, obsolète. Ce qui se passe, c'est des communications. Et je pense que c'est sous-jacent à tout ce que je dis, c'est que les propriétés du vivant, quelle que soit l'échelle à laquelle on examine le vivant, tiennent beaucoup plus aux interactions entre ces composants plutôt qu'aux propriétés de chacun des composants pris individuellement. Donc c'est un challenge de complexité. Voilà. Dans le cercle neurosciences, il y a aussi les notions d'intelligence collective, d'auto-organisation, de super-organismes, qui sont des sujets très bouleversés actuellement. Là, j'aimais bien, mais j'ai pas le temps, soit et non soit. Mais Pascal en parlera peut-être. Voilà. Les interactions entre les êtres vivants. L'importance de toutes les interactions dans les communautés, des symbioses, des parasitismes et de la plasticité, comment on passe de parasite à symbiose. Et je terminais sur des études énormes qui nécessitent l'association des scientifiques écologistes avec les biologistes sur les interactions entre environnement abiotique et êtres vivants, et réciproquement. Donc là, c'est juste pour le petit clin d'œil. C'est un papier qui est sorti, je pense, cette année. Vous avez ici des graines d'Arabidopsis qui ont été germées sur de la gélose verticalement. Voilà, elles émettent leurs racines verticalement, c'est normal. Et puis ici, vous avez fait émettre un son à une certaine fréquence qui ressemble, si j'ai bien compris, à la fréquence d'une voix de femme dans les tons aigus. Et vous voyez comment les racines poussent. Ça, c'est une grande caractéristique déployée. Quand vous allez arroser vos plantes demain matin, vous n'aurez pas le même regard. Hein. Et donc... c'est simplement la caractéristique qu'ont les plantes, ne pouvant pas bouger, d'avoir développé des systèmes dont on connaît peut-être 5% d'adaptation au changement du milieu, alors qu'elles sont immobiles, et le fait que les scientifiques ont négligé les racines. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, en conclusion, on a écrit à plus de 100 chercheurs et pratiquement tous les laboratoires ce livre dans l'idée de parler à nos concitoyens, avec un peu l'espoir aussi qu'on touche éventuellement les dirigeants et les décideurs politiques, mais ça, bon, c'est sûrement très naïf. Parce que ces grandes avancées en biologie, comme vous le voyez, elles ne sont pas forcément bien médiatisées. Le focus est toujours mis sur à quoi ça sert, ça va guérir quoi, ça va résoudre quoi sur la planète, etc. Or, il y a des connaissances de base, de fond, qui sont absolument nécessaires, bouleversantes et qui intéressent
les gens au plus haut point. Donc le message en filigrane, c'était de ne pas s'enfermer simplement au sein de recherches entièrement programmées, mais de préserver la possibilité d'explorer des terrains inconnus et de faire de la prise de risque. Tout ça parce que non seulement c'est des connaissances nécessaires pour comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on manipule, mais c'est aussi un gisement pour l'innovation de demain, et notamment les innovations les plus imprévues et insoupçonnées. Et enfin, à notre époque, remplie de fake news, de prise de position, d'opinion, c'est un moyen également de promouvoir la méthode scientifique qui est basée sur des faits scientifiques et une démarche scientifique. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a essayé de faire ce livre. Voilà. Excusez-moi, j'ai dépassé, je pense.